Alors, bonjour à tous. Il n'est pas encore 13 heures, du coup, on va patienter les quelques secondes qui nous séparent de l'heure officielle du lancement de ce webinaire. Alors, j'espère que vous êtes bien arrivés dans la salle. A priori, vous êtes 21 pour l'instant. Vous étiez plus d'une centaine d'inscrits, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Est-ce que vous m'entendez bien? Si c'est oui, vous pouvez peut-être marquer un petit mot dans le chat participant. Juste pour les tests, un peu de son avant le lancement. Ouais. Merci Céline d'avoir confirmé la bonne réception du son. Merci Pauline. Ah ben voilà, il y a plein de oui, c'est parfait. Donc vous avez déjà trouvé la fonction de chat du webinaire, donc c'est super. Alors du coup, comme certains d'entre vous ont sans doute la concession, le commerce ou le garage qui va ouvrir en début d'après-midi, donc on va démarrer à l'heure prévue. Donc bienvenue à tous donc à ce webinaire qui est à l'intention des commerces, des activités de commerce et de réparation de véhicules, auto, moto, poids lourds. Le sujet du jour, c'est comment prévenir les risques d'accidents du travail et les risques de maladies professionnelles pour les salariés travaillant dans ces entreprises-là. Donc, je suis Sébastien Saint-Chély, je suis heureux de vous accueillir. Je vais animer ce webinaire. Mon collègue Clément Michaud va lui animer le chat. Donc c'est lui qui vous répondra sur des questions techniques sur le webinaire. C'est aussi Clément qui sélectionnera vos questions que vous pourrez poser au fur et à mesure. Il est tagrant, entre guillemets, pour qu'on puisse y répondre en fin de session. Les deux intervenants de cette rencontre sont Thierry Bisson, qui est contrôleur de sécurité à la CARSAT Centre-Val-de-Loire. Bonjour à tous. Voilà. Et puis Philippe Perrault, qui est ingénieur conseil à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Île-de-France. Bonjour à tous. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes environ. On a prévu une demi-heure de présentation et un bon quart d'heure d'échange et de questions-réponses en fin de session. On est sur la plateforme Webikeo. Donc, cette plateforme va vous permettre dès demain de recevoir le replay du webinaire. Et puis, vous recevrez également les diapositives qui sont projetées aujourd'hui. Elles seront téléchargeables dans le mail que vous recevrez demain. Vous aurez la possibilité sur le replay également de télécharger des documentations qui vont vous concerner et qu'on a sélectionnées pour vous pour compléter la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour interagir avec nous, alors certains d'entre vous, vous l'avez déjà trouvé, c'est la fonction chat participant. Elle est accessible en haut à droite de votre écran. C'est le bouton chat participant, avec les trois petits points de suspension. Donc, c'est avec cette fonction que vous pouvez nous poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra en fin de session. Et c'est aussi à travers cette fonction que vous allez pouvoir répondre à nos questions, puisqu'on a prévu 2 temps participatifs au sein du webinaire pour rendre l'exercice le plus interactif possible. Alors, nous travaillons tous les 4 au sein de l'assurance maladie et risque professionnel. Donc, qu'est-ce que l'assurance maladie et risque pro? C'est la branche de la sécurité sociale qui est dédiée à la santé et à la sécurité au travail. Donc, cette branche a 3 grandes missions qui sont complémentaires de la Sécu. La première, on l'appelle la réparation, c'est d'accompagner les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de les indemniser. Ensuite, nous tarifions et nous calculons en fait les taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles et nous les notifions aux entreprises. Et enfin, nous avons une mission de prévention des accidents du travail et de maladies professionnelles que nous exerçons sur le terrain aux côtés des entreprises. Donc cette mission, elle est réalisée par les contrôleurs de sécurité, les ingénieurs conseils des caisses, alors des CARSAT en région, des CGSS en Outre-mer et de la CRAMIF en Île-de-France. Nous travaillons étroitement avec Eurogip, qui est un organisme qui fait de la veille sur les thématiques de santé au travail en Europe et dans le monde, et puis l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est notre centre d'expertise sur les risques professionnels et la prévention des accidents et des maladies pro. Alors, notre mission, notre quotidien, c'est d'être sur le terrain, d'accompagner les entreprises dans la gestion de ces risques,
avec un objectif simple, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'accidents du travail possible et le moins de maladies professionnelles possible. Voilà, c'est ça notre ambition. Alors aujourd'hui, nous allons regarder d'abord quels sont les principaux types d'accidents du travail, de maladies professionnelles dans vos activités. Donc quelques chiffres clés à l'échelle de la France. Ensuite, nous vous présenterons rapidement les principes d'une démarche de prévention des risques en s'appuyant sur des exemples concrets. Et en dernière partie du webinaire, nous vous présenterons tous les outils que nous mettons à votre disposition et nous indiquerons comment les utiliser et où les trouver pour vous aider dans vos démarches de prévention. Donc, je vais passer la parole à Thierry pour vous présenter les principaux chiffres en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles dans votre secteur. Donc, ce qu'on vous propose, c'est déjà de commencer par quelques chiffres globaux, propres à votre secteur d'activité. Et puis, on va commencer à identifier quelles sont les principales causes d'accidents de travail, de maladies professionnelles, et on verra également leurs conséquences. Hein. Alors, donc, pour tout ce qui concerne le commerce, ah, pardon, la diapo. Pardon, évidemment, non, c'est. Attends, c'est parti. Voilà, pardon. Oh, un petit souci. Pardon. Donc, pour ce qui concerne toute votre activité, hein, donc on disait de commerce et de réparation automobile, on recense à peu près 60 000 établissements et environ 335 000 salariés. Ça, c'était pour l'année 2019. Vous pouvez voir également qu'on a à peu près 10 fois plus d'accidents de travail que de maladies professionnelles. Pour autant, on va attirer votre attention. La réalité, elle va être quand même tout autre. On va déjà retenir que plus d'une maladie professionnelle sur deux va générer une incapacité permanente, hein, un handicap, et ça va surtout avoir également des difficultés en termes de maintien au poste. Donc, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Voilà. Et puis, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aborder plus concrètement quelles sont ces principales causes d'accidents de travail, de maladies professionnelles et leurs conséquences. Alors, on vous l'a dit en introduction, on souhaite que ce webinaire soit interactif. Donc, pour vous exercer à utiliser le chat et à nous poser des questions, on vous pose la question et on vous invite à y répondre dans le chat. À votre avis, quels sont les principaux risques que l'on peut trouver dans un garage ou dans une concession automobile ou moto ou poids lourd? Donc, on va vous laisser quelques secondes pour partager vos expériences. Donc, pour répondre à la question, vous utilisez la fonction de chat qui est accessible en haut à droite de votre écran. Alors, est-ce que nous avons un premier témoignage. Merci Pauline, qui nous dit, alors ça sent le vécu, qu'on peut se coincer le dos en démontant un étrier de frein poids lourd. Merci. Nous avons Thibaut qui nous parle de TMS, donc de troubles musculo-squelettiques, de chute de hauteur et de produits chimiques. Merci Thibaut. Betty souligne également le risque chimique, le risque routier qui est cité également, les risques d'écrasement, merci, les risques de se blesser avec des gros matériaux, des chutes de pièces, des glisses sur des plaques d'huile, des produits, des risques chimiques, je pense, le RC. Donc, des chutes de plein pied, c'était pas cité, merci Céline. Donc, voilà, vous avez cerné la plupart des risques que l'on peut rencontrer dans une activité donc, de commerce et réparation automobile. Donc, on va regarder maintenant la réalité des chiffres. Quelles sont les principales causes d'accident du travail? Et ça, c'est Philippe qui va nous le présenter. Philippe, je te donne la main. Oui, merci. Alors, en effet, vous avez balayé à travers vos réponses un grand nombre de causes d'accidents du travail. Et en effet, on a en tête de liste les manutentions manuelles, avec 52% des accidents du travail dans le secteur
que l'on retrouve à la fois d'ailleurs dans la partie plutôt atelier-réparation comme celle du commerce, hein, c'est assez équivalent. C'est par exemple le déplacement d'une charge, le montage-démontage d'une roue, d'un pare-brise, voire plus lourd avec une boîte de vitesse. Et donc ça constitue la première cause des accidents du travail. Alors ça, c'est un chiffre 2019, mais finalement, ça reste quand même toujours à peu près dans cette proportion, quelle que soit l'année. Et puis, on a, en deuxième lieu, les chutes de hauteur et de plein pied, hein, qui représentent la deuxième cause des accidents du travail, soit à peu près 19%. Hein. Bon, là aussi, on se prend les pieds dans un câble qui est au sol, on bute sur des éléments qui se trouvent au sol, ou encore on chute en accédant à un stockage en hauteur, ou sur la partie réparation, en travaillant sur la partie haute d'un utilitaire. Enfin, il y a plein d'exemples sur ces sujets. Mais bien sûr, on a aussi, comme vous l'avez exprimé, la manipulation de produits chimiques, d'outillage manuel qui génère également des AT. Par exemple, c'est bien connu dans le milieu de l'atelier, des ripages de clés, de tournevis, des coupures avec des cutters, notamment lors de déballage, des coups de marteau. Puis pour les produits chimiques, on observe des brûlures, des projections dans les yeux. Concernant maintenant les maladies professionnelles, on a 84% des maladies professionnelles qui sont des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des atteintes aux muscles et aux articulations. On peut citer par exemple des interventions au sol qui génèrent des pathologies aux genoux, chevilles et dos, des interventions les bras levés sollicitant les épaules, mais on peut également retrouver des surdité, des pathologies liées aux produits chimiques. Bon, ce que nous vous proposons maintenant, c'est d'aborder un peu plus les enjeux humains financiers liés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, que ce soit pour la victime ou que ce soit pour l'entreprise. Alors, en moyenne, un accident de travail, c'est un arrêt de l'ordre de 2 mois, tout accident confondu. Si on regarde du côté des maladies professionnelles, en moyenne, donc là on est toujours sur l'année 2019, hein, une maladie professionnelle, c'est de l'ordre de 8 mois d'arrêt, hein, toute pathologie confondue. Si on veut regarder un peu plus dans le détail, une pathologie de l'épaule, on est plutôt de l'ordre de 10 mois, hein, ça va vite. Hein. Et puis, par rapport à toutes les chutes qui ont été évoquées tout à l'heure, eh bien, une chute, c'est environ 3 mois. Que ce soit une chute de hauteur, qui sera un peu plus grave qu'une chute de plein pied, mais à chaque fois, c'est de l'ordre de grandeur de 3 mois. Voilà. Alors, et en termes de conséquences, là, donc peut-être plus pour l'entreprise, hein, c'est qu'on a environ 600 000 journées de perdues par an. On peut le dire également autrement, hein, ça fait à peu près 2700 emplois équivalents temps plein. Et ça, on va le mettre au regard des périodes déjà compliquées que vous rencontrez pour recruter, pour voir certains postes. Eh bien, vous imaginez le poids supplémentaire que représentent ces 2700 postes supplémentaires à pourvoir. Voilà, ça c'était par rapport à l'absentéisme. Alors, deuxième temps participatif. Donc, comme tout à l'heure, on vous invite à répondre à la question en utilisant le chat. À votre avis, quand un salarié est en arrêt de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, quelle est la principale conséquence pour votre entreprise? Donc, comme tout à l'heure, on partage quelques témoignages et puis on reviendra avec un expert. Donc, on vous laisse le temps de saisir vos témoignages ou vos propositions de réponse. Donc, à votre avis, quand un salarié est en arrêt suite à un accident de travail ou une maladie pro, quelle est la principale conséquence pour l'entreprise? Alors, nous avons un premier témoignage du retard dans les réparations, la zizanie, perdre un client, perdre du chiffre d'affaires. Donc, on voit que ça touche
la production, peut-être les difficultés qui sont liées au remplacement du personnel arrêté. Alors, on a quelqu'un qui nous parle de l'augmentation de la cotisation, voilà, de l'impact sur le taux de cotisation à l'accident du travail maladie professionnelle, des conséquences sur l'organisation du travail, des notions de charges supplémentaires, encore des aspects financiers sur le maintien de salaire, des aspects plus sur les compétences, les pertes de compétences, les pertes de productivité, le retard pour satisfaire les clients, l'absentéisme, etc., etc., les formations que ça exige auprès des remplaçants, du stress dans les équipes, le service client, les conditions de travail dont les conditions sont dégradées. Les témoignages ne manquent pas. On sent que là aussi, il y a du vécu. Donc, c'est Philippe qui va qui va confirmer finalement, parce que je pense que vous avez à peu près tout dit dans vos témoignages. Merci. Oui, merci Sébastien. En effet, tout ce qui a été évoqué, quand un salarié est en arrêt, on va nécessairement engendrer de la désorganisation dans le travail. On l'a évoqué avant, c'est compliqué, mais il faut remplacer en plus le salarié absent. Ça engendre des retards dans les plannings et nécessairement du stress pour satisfaire le client. Tout ça a été évoqué en effet. Alors, dans un second temps, on va aborder le deuxième point de notre webinaire, comment prévenir ces risques. Quelle démarche de prévention mettre en œuvre, sachant que l'objectif est d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou du moins de limiter leur gravité pour les salariés. Alors avant tout, il nous paraît important de rappeler un principe de bon sens, c'est que la meilleure des mesures de prévention, c'est celle que l'on va appliquer, qui dure dans le temps et qui supprime le risque. La consigne, bien évidemment, ne garantit absolument pas du résultat. Bon, donc on va aborder d'une façon générale là la prévention et on rentrera dans le détail après. Donc, une démarche de prévention, bon, vous la connaissez déjà. Hein, ces 4 étapes essentielles. Tout d'abord, on identifie les situations à risque. On verra des exemples après. Parmi toutes ces situations qu'on a repérées, on va fixer celles qu'il faudrait traiter en premier. Puis, on cherche les solutions qui nous conviennent le mieux et on va choisir là où il est plus adapté et ensuite on les met en œuvre. Voilà. Bon, ça c'est assez classique. Hein. Alors simplement, on aurait nous 2 commentaires à vous apporter d'un point de vue méthode. Tout d'abord, on vous préconise de mettre en place une approche concrète et réaliste à laquelle participent vos salariés. Ce qu'on veut dire par là, c'est que discuter ensemble des risques et des solutions, ça permet à la fois de sensibiliser chacun et de fédérer toute l'équipe autour de cette démarche. Hein. On dit toujours que la prévention, c'est l'affaire de tous. C'est l'occasion de le mettre en œuvre. Voilà. Deuxième point, c'est de prendre en compte ce que nous, on appelle le travail réel, c'est-à-dire de connaître la façon dont il est réellement effectué. À chaque fois qu'on évoque l'exécution d'une tâche, chacun se fait sa propre idée sur la façon dont elle doit être réalisée. Cependant, quand on va sur le terrain, on s'aperçoit parfois que cette tâche, elle est faite différemment de la façon que nous, on avait imaginé. Donc, au final, comme ce qui nous intéresse, c'est que la solution de prévention qu'on va retenir soit efficace, il va être important en amont de bien connaître donc ce travail réel. Voilà, ça c'est le deuxième point sur lequel on voulait attirer votre attention. Oui, on va essayer donc de décrire cette démarche à travers des exemples. Ici, sur les manutentions manuelles et les contraintes musculaires. Donc, pour illustrer cette démarche, on va prendre l'exemple du démontage d'un pneu, même si on est bien conscient, on grossit le trait, que ça se passe quand même assez rarement de cette façon-là. Mais dans cette situation, pour l'exemple, on a un pneu qui est posé au sol, qui va vraisemblablement donc générer des contraintes musculaires au niveau des bras et du dos notamment. La priorisation dont on a parlé se fait bien entendu en fonction de l'ensemble des situations identifiées, donc on ne va pas en parler. Et puis le plan d'action, évidemment, il faut avoir l'ensemble pour le mettre en œuvre. Alors, quelles sont les solutions qu'on pourrait imaginer sur cette partie-là? Vous avez trouvé différentes solutions qui permettent de travailler différemment en évitant le risque.
vous pouvez retenir une solution comme l'acquisition d'un démonte pneu avec lève-roue et troisième bras. La partie troisième bras limitant l'utilisation d'un démonte pneu et donc des efforts. Et le lève-roue, lui aussi, va éviter qu'on soulève la roue pour la mettre en place sur l'appareil. Sachant que là, on ne le voit pas dans l'exemple, mais lors du démontage du pneu, on va mettre donc le pneu pour décoller le pneu de la jante et on va soulever à peu près 3 fois pour la faire tourner d'un tiers de tour cette roue. Et donc on pourrait très bien avoir des rouleaux intégrés dans le lève-roue ou au sol. C'est pas une solution onéreuse, par exemple, qui évite cette manipulation et le soulèvement de la roue pour détalonner le pneu. Donc il y a des solutions qui peuvent être très simples et de bon sens et peu onéreuses pour limiter les risques. Alors de la même façon, là on identifie une situation où on va manutentionner une roue qui est posée au sol. Donc cette situation à laquelle nous apporterions comme solution un chariot par exemple à niveau constant qui permet donc d'empiler les roues à une hauteur de travail, à hauteur du bassin à peu près, quel que soit le nombre de pneus, de roues que l'on a dessus. Ici donc, on a comme situation, on voit sur la photo un carrossier qui intervient en bas de caisse. Dans ce cas, une des solutions quand même assez classiques, c'est d'utiliser un pont élévateur de type pont de carrossier ou même pont de pneumaticien, donc qui permet là encore d'éviter de se retrouver au sol et dans des postures parfois contraignantes. Alors, pour parler maintenant des chutes, on voit sur cet exemple une personne qui est montée sur un escabeau et qui est en train d'intervenir sur le toit d'un véhicule. Alors, on peut imaginer que soit il effectue du lavage ou une autre opération, peu importe. On imagine bien que si cette personne elle se penche un peu plus en avant, il y a un risque que l'escabeau, lui, parte en arrière. En plus, on ne sait pas si ça se trouve, les marches de l'escabeau sont humides. Donc, il y a bien une possibilité de glisser et de chuter. Alors, il va être important donc, pour vous, dans vos établissements respectifs, de repérer toutes ces situations d'intervention à hauteur. Et puis, donc, comme je disais, que ça puisse être du nettoyage, du remplacement d'un toit ouvrant, de la pose d'une galerie, repérer la fréquence également de ce type d'intervention. Voilà. Et puis, après, la solution, les solutions peuvent être multiples. Ça peut soit passer par l'acquisition d'une plateforme individuelle roulante, qui sera stable, puis munie de garde-corps, ou bien, par exemple, plutôt installer une passerelle fixe dès lors que vous avez des travaux qui seraient plus récurrents. Voilà. Si on change de diapo, là, on va plutôt parler maintenant de chute de plein pied. Bon, là, effectivement, là, on est dans un atelier très encombré, mais donc ça peut être avec des cartons, ça peut être avec des pièces détachées, avec des outils. Enfin bon, tout le monde a peut-être déjà vu ce genre de situation. Donc là, la solution, évidemment, elle va passer par le rangement du matériel, des outillages, des pièces détachées, éviter tout ce qui est flexible ou tuyaux, câbles électriques qui couvrent au sol. Donc les solutions sont de l'ordre donc plutôt des rayonnages, d'étagères, peut-être la création d'une mezzanine s'il y a besoin de libérer des mètres carrés au sol. On pense également nous, à la mise en place d'une desserte, par exemple à l'entrée du garage, qui permettrait de recevoir toutes les livraisons des coursiers pour éviter que ça soit posé au sol. Et puis, on peut également imaginer des enrouleurs muraux, des bras multi-énergie, pour éviter les rallonges et les tuyaux qui courent au sol. Tout ça, ça vous parle. Autre situation de chute de plein pied.
Bah là, ça serait plutôt parce qu'on aurait affaire à un sol dégradé. Alors, soit parce qu'il y a des trous, soit parce qu'il y a eu un renversement accidentel d'un produit. Bon, dans tous les cas, hein, ce qui va être important, c'est d'intervenir rapidement dès que la dégradation apparaît. Hein, donc, nettoyer, reboucher les trous. Mais dans un deuxième temps, il ne faudra pas oublier également d'essayer de travailler sur la cause de ces dégradations pour éviter qu'elles se reproduisent. On reste de toute façon sur des choses assez classiques. Voilà. Alors, tous ces exemples qu'on vient de voir ensemble là, et qu'on essaie de décrire d'une façon simple, bien, illustrent la démarche attendue de prévention des risques professionnels. C'est comme ça que nous, on la voit. Donc, l'ensemble de ces éléments, les situations concrètes que vous avez pu observer chez vous et qui présentent des risques, ainsi que les solutions réalistes afin de prévenir ces risques, bah, ça constitue finalement le document unique d'évaluation des risques et le plan d'action associé. Hein, donc, et là, finalement, pour nous, on considère que vous passez d'un document strictement obligatoire, bien rangé dans une armoire, à un document de travail et un document concret qui peut être réutilisé. Alors, ce qu'on vous propose de voir maintenant, c'est un certain nombre d'outils qui ont été réalisés au sein de l'assurance maladie. Hein, on verra plus en détail. Donc, et qui sont destinés à vos activités, hein, les TPE garages, voilà, qui vont être mis à disposition. Alors, voici un panorama de cette offre. Il y a déjà des outils qui sont existants, d'autres qui vont venir s'alimenter progressivement. Donc, on va y trouver autant des documents de sensibilisation, des supports de formation, d'accueil. Il va y avoir également des outils d'analyse, dont l'outil OIRA que Philippe va vous présenter maintenant. Oui, en effet, en premier lieu et dans la continuité donc, de la démarche présentée, voici un outil qui va vous permettre de formaliser votre document unique d'évaluation de risque, c'est OIRA. Alors, c'est un outil développé au niveau européen, spécifiquement pour les TPE, et adapté à chaque métier. En France, il est relayé par l'INRS, et nous avons visualisé une petite vidéo de présentation de ces fonctionnalités que Sébastien va vous lancer. Elle dure 2 minutes. Donc si vous avez un écran noir, il faut patienter un petit peu. Pour pouvoir utiliser OIRA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word.
Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OERA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OERA. Donc la vidéo que vous venez de voir est une vidéo qui illustre le OIRA pour les activités de bureau, donc les activités tertiaires. Donc maintenant, on va regarder plus dans le détail votre activité à vous liée à l'automobile. Donc je vais remettre le diaporama et redonner la parole à Philippe. Merci Sébastien. Oui, donc en effet, dans votre secteur, on a développé un outil qui reprend un certain nombre de thématiques. Alors, quelles sont-elles? On a fait le choix de traiter distinctement chacune des rubriques représentatives de vos activités: poids lourds et véhicules légers, mécanique et carrosserie, et enfin l'activité du commerce automobile. Et en dernier lieu, toutefois, vous avez malgré tout la possibilité de rajouter d'autres risques qui ne seraient pas dans les chapitres précédents. Alors, plus précisément, à l'intérieur d'une rubrique, si l'on regarde par exemple comme l'intervention sous un véhicule, la question 2.1.4, le véhicule est-il systématiquement calé avec des chandelles après avoir été surélevé au moyen d'un cric? Donc des propositions vous sont faites, on les retrouve à droite sur l'écran, mais dans le logiciel, elles sont en dessous. Vous sélectionnez celle qui vous convient, mais vous pouvez également en ajouter une que vous auriez, qui ne serait pas dans la liste et que vous auriez mise en place. Bon, Philippe vient de vous présenter OIRA, qui est bien spécifique à votre activité. Donc, en complément, donc d'autres outils sont également à votre disposition et on va en faire le tour maintenant. Alors, par exemple, quand un accident se produit, vous allez essayer de mettre en place des mesures correctives pour éviter qu'un accident comparable ne se reproduise pas. Pour cela, il est donc important en amont de comprendre ce qui s'est passé. Alors, l'outil qui s'appelle Agir suite à un accident de travail, il a été conçu à cette intention pour vous aider à analyser vos accidents de travail, parce que ce n'est pas forcément spontané pour tout le monde. Donc, c'est un guide d'enquête sur le terrain qui va vous permettre de recueillir des faits, de se questionner sur l'enchaînement des causes qui ont conduit à la survenue de cet accident. Et il va également, ce guide, vous aider à identifier des mesures de prévention adaptées. Afin d'organiser l'accueil des nouveaux arrivants, il y a également deux outils, dont le cahier de l'accueillant. Le cahier de l'accueillant, c'est un guide qui est destiné à vous aider dans le parcours d'accueil et d'intégration d'un nouvel embauché. Alors, le second est un outil de formation et de sensibilisation sur les risques liés à votre activité. Encore une fois, c'est un outil spécifique qui comporte des supports graphiques et des tableaux qui facilitent l'échange sur les risques et les solutions associées. Comme le livret d'accueil, il s'adresse également aux nouveaux arrivants et notamment aux apprentis ou élèves en formation. Enfin, pour les entreprises qui ressentent le besoin d'accroître leurs compétences en prévention, par exemple, si vous décidez de vous former ou si vous désignez une personne chargée de la prévention dans votre établissement, pour vous seconder, l'INRS propose une e-formation en ligne pour acquérir des bases en prévention.
Donc voilà, maintenant qu'on vous a présenté un certain nombre de ces documents, vous pouvez vous demander, mais où va-t-on les retrouver et où va-t-on s'informer? Alors, on va vous proposer de retrouver tous ces documents sur deux sites essentiellement, hein, enfin les sites de l'assurance maladie. Donc le premier, donc c'est celui de l'assurance maladie. Le deuxième, c'est l'INRS, qui est l'Institut national de recherche et de sécurité, donc qui fait partie de l'institution de prévention, et où il y a une page dédiée garage. Alors plus concrètement, il va y avoir sur le site de l'assurance maladie une page dédiée au commerce et à la réparation automobile. C'est un dossier spécifique à votre métier, hein, comme on le dit depuis le début, c'est bien spécifique. Vous y retrouverez un certain nombre d'éléments sur les principaux risques. Vous y retrouverez également des statistiques sur la sinistralité, détaillées, un code NAF par code NAF, ainsi que d'autres documents et liens utiles. Un autre aspect, c'est qu'il y a des subventions qui sont proposées à certaines entreprises de moins de 50 salariés, ce qu'on appelle des subventions de prévention TPE. Ce sont des aides financières qui sont d'une durée limitée et qui peuvent être spécifiques, soit à un risque ou soit spécifiques à un métier. Donc, c'est sur ce site amélie.fr que vous pourrez aller voir régulièrement si votre activité de commerce ou de réparation automobile est à un moment donné ciblée par un programme et en même temps voir quels seront les matériels qui seront subventionnés. Voilà. Et puis, vous avez également le site de l'INRS, une page dédiée à votre secteur d'activité également, hein. Et là, on va y retrouver un certain nombre de documents techniques, que ça soit un guide pour la réparation automobile, on aura un guide pour la réparation poids lourd, il y aura quelque chose sur la réparation des pneumatiques, une plaquette de sensibilisation, il y aura un guide de ventilation pour les cabines de peinture. Enfin, il va y avoir un certain nombre de documents plutôt techniques qui vont être à votre disposition. Voilà. Et puis la plaquette dont vous voyez un peu une copie d'écran qui s'appelle Santé au travail, passer à l'action, qui va résumer les risques principaux et les liens vers les sites de l'assurance maladie et de l'INRS. Et ça, ce document, vous pourrez le télécharger avec cette présentation, tel que le disait Sébastien en début de webinaire. Voilà, c'est aussi sur le site de l'INRS que vous avez accès à l'outil OIRA, donc gratuitement pour répondre à une question qui avait été posée dans le chat, gratuitement donc pour pouvoir faire votre évaluation des risques ou la refaire ou la redynamiser si elle existe déjà ou si elle avait été faite par un extérieur par exemple et que vous souhaitez davantage vous l'approprier. Nous avons terminé pour la partie présentation. Donc, pendant la présentation, il n'y a eu qu'une seule question posée, à laquelle Clément a répondu. Merci. Est-ce que du coup, vous avez d'autres questions, des éclairages particuliers, un besoin d'un éclairage particulier, ou tout simplement, est-ce que vous avez peut-être un témoignage ou enfin, voilà, quelque chose à partager? Donc, c'est le moment de le faire. On a le temps pour répondre à vos questions. Donc, alors j'allais dire on vous écoute. Non, on ne vous écoute pas, mais on vous lit. Voilà, donc on vous lit. Donc pour cela, vous utilisez, comme pendant les petites animations, le bouton chat participant qui est en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez poser voilà, vos questions. Alors, les chiffres qui ont été présentés en début de présentation, ce sont des chiffres sur quelle période ou de quelle année? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? 2019. Ouais, donc ce sont les chiffres de l'année 2019 et les chiffres nationaux. Nationaux, ça, ce sont des chiffres annuels. Ouais. Et c'est vrai qu'on a pris volontairement l'année 2019 parce que l'année 2020 était une année un peu particulière. Je pense que vous vous doutez
pourquoi. Donc avec la crise sanitaire et les périodes de confinement qu'on a connues, donc forcément ça s'est ressenti sur le travail. Donc ce sont les chiffres 2019. Donc, alors, est-ce qu'il y a... en précisant, Sébastien, qu'on avait cumulé toutes les activités, commerce et réparation. C'est ça, plusieurs codes Voilà. NAF, tout ce qui Plusieurs tourne autour voilà. de la vente et de la réparation des véhicules, que ce soit des autos, des motos ou des poids lourds. Voilà. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Alors, on n'a pas parlé, alors c'est Anne Prissy qui nous interroge sur on n'a pas identifié le risque toxico-allergique. Cela, dans la présentation, on ne l'a pas évoqué, ou du moins peut-être rapidement. Est-ce que cela signifie que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont moindres sur ce sujet? Alors, oui, en effet, on n'a pas présenté l'ensemble des risques. On a présenté les principaux. Toutefois, selon l'activité spécifique, on peut avoir dans un établissement une exposition à des risques qui soit très différente de ce qu'on peut retrouver de façon très générale. Mais ce qu'on vous a présenté, oui, ce sont les principaux risques retrouvés dans votre activité, ce qui ne signifie pas que tout ce qui va être toxico-allergique n'existe pas, bien au contraire. En tout cas, sur les maladies pro, les principales maladies professionnelles qui sont reconnues dans ce secteur, et puis de manière générale dans tous les secteurs d'activité, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Très loin devant les maladies professionnelles liées aux produits chimiques. Voilà. Et ça, d'une manière, voilà, si on pose un regard global sur la sinistralité des entreprises de France, on ferait le même constat. D'abord, les troubles musculo-squelettiques. Oui, c'est plus de 80%, 90% les TMS. Hein. Voilà. Il y a une autre question, ou plutôt une confirmation qui touche OIRA, le logiciel qu'on a vu. Est-ce qu'avec OIRA, on peut sortir le document unique d'évaluation des risques, celui qui est demandé par l'inspecteur du travail lorsqu'il vient, sans l'aide d'un prestataire extérieur? Oui, c'est le but. C'est tout à fait l'objet de ce document. Donc, si vous répondez à l'ensemble des questions, vous avez la possibilité d'éditer, d'ailleurs en cours ou au début, un document sous forme Word, donc traitement de texte ou éventuellement sous forme de tableau quand il s'agit du plan d'action. Et c'est fait, en effet, pour reprendre l'ensemble des risques et les propositions de prévention que vous avez mises en face. D'accord. On a parlé des accidents. Il y a une question qui concerne les presque accidents. Donc, c'est vrai qu'on est passé un peu vite, mais on n'est pas en train de détailler tous les outils. Mais Thierry a présenté un outil de l'INRS qui permet d'analyser les accidents du travail, qui est en ligne et qui est accessible depuis le site de l'INRS. La question est la suivante: est-ce qu'on doit faire ce même travail d'analyse avec les presque accidents? Alors, enfin, c'est pas une question d'obligation. Bien évidemment, un presque accident aurait pu potentiellement avoir des conséquences importantes et même des fois graves, voire mortelles. Donc, je pense que tout dépend de l'intérêt d'éviter finalement à ce qu'un tel accident arrive. Donc, si on juge qu'il va y avoir il y aurait pu y avoir un accident grave, je pense qu'il est tout aussi important que ce soit un presque accident, bien évidemment un accident, mais un presque accident, il est tout aussi important d'en faire l'analyse parce que potentiellement ça aurait pu se produire, puisque c'est un presque accident. On pourrait dire en complément, hein, tout à l'heure on vous parlait d'essayer au mieux de prendre en compte le travail réel. Le fait qu'il y ait un incident, un presque accident, on ne va pas s'étendre sur la différence. Ça, si on s'interroge sur les origines de
cet incident, ça peut nous éclairer sur la façon dont la personne travaillait, donc sur le travail réel. C'est en ça que ça peut être une richesse. Après, chaque établissement, en fonction de son degré d'avancement dans la prévention, il arrive à y consacrer du temps, plus ou moins. Voilà, c'est une source d'information complémentaire. Après, on a le temps d'y aller ou pas. Ok. Alors, il y a une question à laquelle je vais répondre. C'est une question d'Émilie qui concerne des aides financières. Émilie cite une aide qui s'appelle Airbonus qui vise à aider les investissements pour capter et rejeter à l'extérieur les émissions de moteurs diesel au pot d'échappement. Est-ce qu'elles seront reconduites pour 2022? Donc, on vient d'avoir tout juste le résultat en tout cas, du processus, par rapport aux partenaires sociaux qui décident, qui votent sur les aides financières à reconduire ou pas. Donc elles seront reconduites, cette aide-là, Airbonus sera reconduite en 2022. Donc elle devrait être mise en ligne en tout début d'année. Donc la particularité de 2022, c'est que c'est une année particulière pour nous. C'est une année où sa durée d'accessibilité sera sans doute de janvier 2022 au 30 septembre 2022. Donc, il faudra regarder, comme disait tout à l'heure Thierry, le site sur l'assurance maladie en ligne. Voilà, vous la verrez apparaître. Si vous êtes abonné à notre newsletter 3 minutes entreprise, vous en serez informé par ce canal-là. On aura à nouveau des campagnes de communication auprès des fédérations professionnelles pour expliquer la réouverture de ce dispositif-là. Voilà. Maintenant, ce sont des choses qui dépendent, qui sont décidées par l'assurance maladie. Donc la décision est prise. Voilà, donc ça sera mis en. Je ne peux pas vous dire le jour précis, mais c'est début d'année 2022 pour cette aide-là. Il y a une autre question de Sandra qui concerne la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, donc, je lis la question de Sandra, c'est comment trouver des aides pour éviter les inaptitudes en fin de carrière. Alors, Sandra, est-ce quand vous écrivez, vous parlez d'aide, vous pensez à quel type d'aide? Est-ce que ce sont des acteurs? Est-ce que ce que vous cherchez, est-ce que ce sont des aides financières? Est-ce que ce sont des dispositifs d'accompagnement des salariés? Est-ce que vous pourriez préciser un tout petit peu votre question, s'il vous plaît, pour qu'on puisse y répondre le mieux possible? Alors, juste une précision, pendant que éventuellement Sandra nous apporte cette précision, pardon. Les inaptitudes, évidemment, on les retrouve en fin de carrière, et pour les éviter ou les limiter, l'intérêt, c'est de mettre des mesures de prévention durant tout le long de la carrière. C'est-à-dire qu'en effet, on peut retrouver des gens en fin de carrière qui sont présentent on va dire des pathologies, peut-être du dos ou autre. Et pour prévenir et éviter ça, il faut mettre en place des mesures de prévention et le plus tôt possible, et pour l'ensemble, finalement, des salariés. Alors, je ne sais pas si on a la précision. Les acteurs. Sandra a précisé. Donc, c'est quels acteurs peuvent l'accompagner Oui, parce que pour éviter les inaptitudes, en fait, pour accompagner, on peut accompagner, mais éviter, ça me paraît, à part des mesures de prévention, ça me paraît difficile. Alors, du coup, dans les acteurs qui peuvent accompagner, bien sûr, le service de santé au travail, votre caisse régionale d'assurance maladie, donc votre CARSAT si vous êtes en région, votre CGSS si vous êtes en Outre-mer, ou la CRAMIF si vous êtes en Île-de-France. Un préventeur de ces structures peut venir vous aider, comme disait Philippe, à identifier des solutions ou des actions de prévention qui justement limiteront les risques pour les salariés de développer des pathologies qui entraîneront des inaptitudes. Et puis, ces mêmes préventeurs, ils sont
maillés, entre guillemets, enfin, ils font partie d'un réseau dans chaque département qu'on appelle pour prévenir la désinsertion professionnelle, et ils sont en contact donc avec la caisse, enfin, l'assurance maladie, la CPAM, avec le service social de la CARSAT, donc les assistantes sociales qui peuvent accompagner les salariés. Enfin, ça, c'est quand des gens sont en arrêt, ils connaissent bien tous les dispositifs qui peuvent les aider à reprendre en emploi. Donc, il y a ceux qui sont en arrêt, comment est-ce qu'on les maintient en emploi, reprendre en emploi le plus rapidement possible. Et il y a ceux qui n'y sont pas encore, mais on sent que les conditions de travail peuvent altérer la santé et aller jusqu'à l'inaptitude, enfin la pause d'inaptitude de restriction médicale par le service de santé au travail. Donc là, c'est plus l'approche de prévention. Mais oui, finalement, une clé d'entrée, si vous avez une question bien précise, serait peut-être de contacter votre caisse locale. Et puis moi, je vais vous mettre dans le chat une petite plaquette qu'on avait fait nous en région centre. Donc je ne sais pas si Sandra, vous êtes en région centre, mais qui vous présente un peu les dispositifs sur le maintien en emploi. Alors, effectivement, la CARSAT peut être une clé d'entrée. Il y aura tôt ou tard un acteur incontournable qui sera le médecin du travail. Et Sébastien parlait de maillage. Et effectivement, au sein de chaque département, il y a une coordination régulière entre les différents services de l'assurance maladie, cités par Sébastien, et les services de santé au travail. Donc, il y aura, la clé d'entrée, elle est soit côté CARSAT, soit côté médecine du travail. Et à un moment donné, nous, après, on se retrouvera pour se coordonner s'il y a besoin de se coordonner pour vous accompagner. Il y a une question, Pauline, qui revient sur l'outil EIRA, qui nous demande combien de temps ça prend pour faire la démarche. Et Sandra qui nous précise qu'elle n'est pas en Centre-Val de Loire, mais plutôt en Rhône-Alpes. Alors, du coup, je vais chercher plutôt un outil national ou quelque chose qui va vous répondre. Et je ne vais pas poster celui de notre région, mais qui en effet comprend des contacts locaux, mais dont le principe est le même partout dans notre pays. Donc, je fais quelques recherches et je vous mets ça dans le chat pendant que peut-être Philippe peut répondre à la question sur la durée. Bien entendu, la durée va être dépendante de votre activité, dans le sens où si vous n'avez qu'une activité de mécanique VL, ou si jamais vous avez une activité mécanique VLP avec en plus de la carrosserie, nécessairement, il vous faudra davantage de temps. Ça va dépendre aussi de votre niveau de connaissance, un peu de la prévention et des mesures que vous pourriez mettre en place. Mais globalement, il faudrait un minimum entre 1 et 2 heures jusqu'à une demi-journée, voire davantage si on va aller très loin. L'intérêt par contre de cet outil, c'est que vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire en une seule fois. C'est-à-dire que vous allez sur le site de l'INRS chercher l'outil, vous y connectez comme un site commercial avec une adresse mail et un mot de passe, et après, une fois que vous êtes dedans, vous commencez votre démarche, vous pouvez en faire 1 heure, vous interrompre et revenir 2 heures ou 2 jours plus tard et continuer. Tout ce que vous aurez fait dans le logiciel sera conservé. Donc l'intérêt, il est là aussi, c'est-à-dire que ça vous donne de la flexibilité, parce qu'on sait bien que dans notre métier, vous ne pouvez pas toujours avoir ce temps disponible, et donc vous pouvez le faire au fur et à mesure. Alors, il y a une nouvelle question d'Émilie qui demande si le risque de l'exposition à la Covid est intégré dans OIRA. Et est-ce que s'il ne l'est pas, on l'ajoute via le lien « Ajouter un nouveau risque » qu'on a vu en fin de OIRA. Alors, il y a un petit de mémoire, il y a un lien, en effet, vers un outil qui s'appelle pas OIRA, mais qui ressemble, et qui traite spécifiquement de cette partie-là de la Covid. Mais effectivement, d'une façon générale, tout ce qui ne serait pas très détaillé dans les premiers onglets de OIRA peuvent être rajoutés dans le dernier onglet qui est les autres risques, effectivement. L'idée au départ d'OIRA, c'était de concevoir un outil qui soit simple d'accès et qui ne fasse pas peur,
C'est-à-dire que les gens ne partent pas avant d'être arrivés au bout. Donc, il était assez simple, pas simpliste, mais simple au début, mais tout en laissant la possibilité à ceux qui veulent aller plus loin de pouvoir ajouter des lignes et pouvoir ajouter des risques. Donc oui, il y a la place. Ouais, c'est une possibilité. Et puis, dans le même format qu'OIRA, comme disait Philippe, il y a un outil spécifique d'évaluation par rapport au risque lié à la Covid, qui s'appelle Plan d'action Covid, qui est accessible aussi depuis les plateformes OIRA. Et je vais vous mettre à nouveau le lien dans le chat pour que vous puissiez accéder directement. Sinon, vous tapez Plan d'action Covid et assurance maladie, vous tomberez sur une page de l'assurance maladie de amélie.fr/entreprise, qui vous y guidera aussi de manière directe. Alors, en complément, il y a les organisations professionnelles qui avaient également produit des documents sur cette thématique. Voilà, donc le lien est posté dans la conversation. Alors, on approche de la fin du temps, puisqu'on avait dit qu'on ne dépasserait pas 14 heures, pour vous permettre de reprendre votre activité professionnelle, si vous ouvrez la clientèle à 14 heures. Est-ce qu'il resterait des questions ? Alors, je reparcours vite fait, mais je n'ai pas l'impression qu'on ait laissé une question de côté. Alors, dans le chat, on a épuisé toutes les questions qui nous ont été posées. Est-ce que, avant de nous quitter, voilà, il y a quelqu'un qui aurait une dernière question à poser à Philippe ou à Thierry? Petit bouton qui s'allume. Donc, c'est des remerciements qui commencent à arriver. Donc, donc merci. Donc, ça sous-entend qu'on approche vraiment cette fois-ci de la fin. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous allons donc clôturer ce webinaire. Nous aussi, on vous remercie chaleureusement d'avoir été avec nous, d'être resté avec nous jusqu'au bout, d'avoir participé à travers les différents temps de participation et d'avoir rendu cet exercice interactif. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Donc, vous retrouverez dans votre boîte mail demain un email de la plateforme Webikeo qui vous donnera accès au replay de ce webinaire, qui vous donnera accès aussi au support de la présentation qu'on vient de vous faire, et qui vous donnera aussi accès à quelques outils dont on a parlé, dont vous aurez les liens de téléchargement directement. Donc, tout ça, c'est demain dans votre boîte mail. Et puis, vous l'avez vu, si vous voulez vous approprier, creuser les différents outils, l'offre de service qu'on vous a présenté, vous avez deux sites, celui de l'assurance maladie, donc amélie.fr/entreprise, la partie entreprise, et celui de l'INRS, donc inrs.fr/garage, avec les pages dédiées. Merci beaucoup à tous, merci pour vos merci, et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne reprise d'activité. Ouais. Merci à tous.